Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Unimweb TV, la chaîne Twitch de Nîmes Université. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des lives de l'orientation. On est aujourd'hui accompagné de Amélie Chabrier, bonjour. Bonjour. Donc on va rester ensemble 20 à 30 minutes environ, on va discuter du coup de la filière lettres modernes appliquées de l'université, présenter un petit peu tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir dans le chat, on essaiera d'y répondre dès que possible. Et voilà, donc avant toute chose, je vais peut-être vous laisser vous présenter pour les téléspectateurs. Oui, alors je m'appelle Amélie Chabrier, je suis maître de conférences en littérature française et depuis une dizaine d'années, je travaille à Nîmes Université et je suis responsable de la licence lettres modernes appliquées. Donc lettres modernes appliquées, ça veut dire quoi en quelques mots? Donc c'est des lettres modernes, donc tout ce qui s'intéresse à la littérature, mais pas uniquement. Plus globalement, aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par la communication, par le journalisme, par la dimension rédactionnelle et par les questions d'expression écrite et orale. Et le appliqué, il est très important parce qu'en fait, on essaie le plus possible de faire en sorte que les étudiants, durant leurs 3 années de licence, pratiquent l'écrit, pratiquent l'oral. Et donc ça, c'est une des grandes spécificités de notre licence, c'est d'avoir intégré progressivement des ateliers d'écriture pendant surtout les semestres pour que les étudiants puissent être dans la pratique. Ok. Donc ça s'adresse à un public qui peut être assez large du coup, s'il y a pas mal de métiers qui peuvent être ciblés. Oui, totalement. Ce serait quoi pour vous Est-ce qu'il y a un profil type d'étudiants, de lycéens qui pourraient venir dans la filière? En fait, le profil type, moi, au début de l'année, quand je reçois les L1, souvent, je leur fais faire une petite fiche pour savoir dans 10 ans où ils s'imaginent. Et là, en ce moment, on est sur je dirais 75%. Je m'imagine dans ma librairie. Librairie café souvent, très cosy, mais en train d'écrire mes livres, donc auto-édition, et sinon le métier qui concurrence la librairie, c'est l'édition. Donc on est vraiment les profils des étudiantes actuellement qui intègrent lettres modernes appliquées, c'est beaucoup des gens qui voudraient écrire, éditer, vivre dans le monde des livres en fait. Mais ensuite, en termes de filière, c'est très varié, parce que nous, on part du principe que l'université, elle est ouverte à tous. Et donc, des étudiants qui auraient choisi comme spécialité des matières scientifiques et qui finalement sont passionnés par les lettres peuvent totalement venir. Il n'y a aucune sélection sur les options prises au niveau du bac, en fait. Donc, on a des bacs professionnels, on a des bacs scientifiques, on a des gens qui ont fait humanité. Tout ce petit monde se mélange en L1 et puis on va travailler tous ensemble les bases. Tout le monde part pas du même endroit. Mais on fait en sorte en fait de faire progresser tout le monde. Okay. Donc du coup, il y a beaucoup autour du métier du livre, autour de la création. Concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble une semaine en première année en lettres modernes appliquées? Qu'est-ce qu'on y fait? Parce que c'est vrai que ça peut être, pour des gens qui nous regardent, qui sont au lycée, pour eux les lettres, ça se résume peut-être au cours de français. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en licence de lettres modernes appliquées? Justement, par rapport au cours de français, la différence, c'est que là, à l'université, on réfléchit par exemple à ce qu'on a appris au lycée pour prendre un peu de recul historique, théorique. Et par exemple, pour un des premiers cours que l'un de mes collègues fait, c'est de réfléchir à comment certains auteurs se sont retrouvés dans des livres d'histoire littéraire, les manuels scolaires qu'on utilise au lycée. Par exemple, 95% d'hommes, 5% de femmes. Hein, les femmes auteurs, autrices, il n'y en a quasiment pas dans les manuels scolaires, alors que par ailleurs, si on s'interroge sur les lectures de nos étudiants, il y a énormément d'autrices. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aborde pas au lycée, mais à l'université, on réfléchit à cette question des hiérarchies, la question du canon, et donc les étudiants, ils sont amenés à s'appuyer sur les bases qu'ils ont pu apprendre au lycée pour les remettre en question, ou en tout cas réfléchir, exercer un esprit critique. Donc ça ressemble à quoi une semaine chez nous? Alors d'abord, on a beaucoup de cours parce que on estime que c'est nécessaire et donc pendant 3 ans, vraiment, on a un certain nombre. La semaine est assez chargée.
Il y a plusieurs types de cours. Donc il y a des cours de théorie littéraire où les étudiants vont du coup acquérir un certain savoir sur la culture littéraire. Il y a des cours qui sont davantage sur les langues, parce qu'on accorde beaucoup d'importance aussi à la question de la mondialisation de la littérature et donc aux auteurs étrangers. Et pour travailler sur la littérature étrangère, on considère que c'est important aussi de maîtriser d'autres langues. Donc chez nous, les étudiants, ils prennent 2 langues et leur langue forte, ils vont avoir beaucoup d'heures de langue, donc soit d'anglais, soit d'espagnol. À partir de la 2e année, ils vont même avoir des cours en langue étrangère, donc soit en anglais, soit en espagnol. Du coup, il y a ces cours de langue, ces cours de théorie littéraire, et ensuite, on a mis en place ce qu'on appelait avant des TD, mais là, on va un peu plus loin que le TD, c'est même des ateliers où pendant 3 heures, 4 heures, les étudiants vont mettre en lien ce qu'ils ont vu en théorie littéraire et ils vont l'appliquer en écrivant en fait. Donc par exemple, si au cours du 1er semestre, ils travaillent sur la science-fiction avec ma collègue, dans un atelier, ils vont pouvoir créer un recueil de nouvelles de science-fiction et réfléchir en fait, appliquer concrètement certains éléments qu'ils ont pu voir en cours. Ok. Donc, beaucoup de choses à faire. Est-ce que c'est une question que je pose toujours sur les lives de l'orientation? Il y a une matière qui surprend les étudiants. Ils arrivent en première année, ils se disent pourquoi on a ça, je m'y attendais pas du tout. Je pense que ce qui est un peu surprenant, c'est ce qui désarçonne un peu les étudiants, c'est de les interroger sur leurs propres pratiques. Ils n'ont pas l'habitude, en fait, par exemple, qu'on réfléchisse au webtoon, qu'on réfléchisse très concrètement à l'auto-édition, ce que ça a changé dans le monde de l'édition. Aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiantes, par exemple, qui ont des pratiques d'influenceuses littéraires, qui ont des comptes sur TikTok ou sur Instagram, et qui donc ont des contrats avec des maisons d'édition pour mettre en avant des livres. Et elles ont tendance à pas en parler et au contraire, nous on essaie d'intégrer ça à la formation parce qu'on s'intéresse à la vie littéraire contemporaine aussi. Et ce qui nous intéresse, c'est de la mettre en relief avec l'histoire littéraire ancienne, comment ça fonctionnait avant, parce que nous, les enseignants de lettres modernes et appliquées, on a surtout une formation d'historien de la littérature et ça nous intéresse de réfléchir le monde contemporain à la lumière d'autres époques en fait. Et ça, je dirais que c'est un point qui au départ les désarçonne, mais après très rapidement ils intègrent ça et puis quand on s'achemine vers la 3e année, on essaie de sortir les étudiants uniquement de leur formation pour aller vers le terrain, nouer des partenariats lors de leurs stages ou lors de projets avec des associations ou des institutions qui les entourent. Et du coup, ils prennent assez rapidement l'habitude de lier leurs études avec leur parcours individuel, en fait. Voilà. Justement, parlons de parcours individuel. Donc, on a abordé les métiers du livre, de l'édition. Qu'est-ce qu'on a concrètement comme débouché sur une filière de lettres? C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire lettres enseignement, ce qui n'est pas forcément le cas. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Est-ce qu'on doit forcément continuer les études? Est-ce qu'on peut se diriger vers des métiers? Et vers quelle branche on peut se diriger? Alors, je vais d'abord parler de cette question de l'enseignement parce que en ce moment, il y a un énorme changement au niveau de la formation des enseignants, puisque depuis cette année, les étudiants qui veulent devenir enseignants peuvent passer le CAPES ou le CRPE, donc CAPES, collège et lycée, CRPE, école primaire, à partir de la fin de la licence. Et donc ça veut dire que là, en ce moment, il y a des licences spécialisées dans l'enseignement qui sont ouvertes un peu partout en France. Et nous, notre licence, elle fait pas ça. Donc effectivement, vous m'auriez posé la question il y a 15 ans, je vous aurais dit, oui, la majorité des étudiants chez nous veulent enseigner. Aujourd'hui, c'est minoritaire. Donc on peut venir chez nous, avoir envie d'enseigner et ensuite intégrer un master, par exemple, qui va réorienter vers l'enseignement. Mais aujourd'hui, nous, notre licence, elle n'est pas du tout construite pour préparer au concours de l'enseignement et encore moins maintenant que le concours se passe à la fin de la L3. Cela dit,
comme pour tous les autres débouchés, à l'intérieur de notre cursus, les étudiants vont avoir l'occasion de croiser des professionnels de l'enseignement qui vont venir aborder des questions spécifiques, par exemple le FLE, donc français langue étrangère. Et donc, c'est tout à fait possible d'être intéressé par l'enseignement, de faire son cursus chez nous. Simplement, il faut savoir qu'on ne préparera pas le concours. Actuellement, la maquette, elle n'est pas pensée comme ça. Alors, quels sont les autres débouchés, puisque c'est le terme qu'on utilise souvent, même s'il n'est pas très joli. D'abord, donc, on va dire l'intérêt majeur, c'est le monde de l'édition, ce qu'on appelle métier du livre et de l'édition. Et très souvent, donc, les étudiants font LMA et ensuite vont dans un master métier du livre et de l'édition. Ensuite, le deuxième débouché principal aujourd'hui, c'est la communication. Communication, marketing et journalisme. Donc là aussi, nos étudiants, au sortir de la licence, ils ne sont pas formés spécifiquement à ces métiers-là. En revanche, en général, ils intègrent ensuite des masters plus spécifiques pour se former, par exemple, à la communication digitale, la communication des entreprises, la médiation culturelle ou les écoles de journalisme. Donc, dans la licence, on va inviter un certain nombre de professionnels pour quelques cours. Et, par exemple, en deuxième année, ils ont un cours de journalisme en ligne. Et en troisième année, ils ont un cours de sociologie des métiers de la communication. Donc, en fait, chaque étudiant construit un peu son parcours en fonction de son intérêt. Et plus on avance dans la formation, plus on va proposer des rencontres ciblées avec des domaines spécifiques. Donc voilà, on a métier du livre et de l'édition, communication, journalisme, et une des particularités qui est propre à la deuxième formation qu'on a, nous, à Nîmes, qui s'appelle donc le master humanité et industrie créative, qu'on appelle le master fiction. C'est une orientation vers la création, mais pas forcément littéraire, tout type de création, par exemple audiovisuel, sonore, jeux vidéo, jeux de société. Donc ça, à Nîmes, on a ce master-là. Et donc, dans la licence, on a intégré un certain nombre de cours qui vont s'orienter vers ce master. Par exemple, en deuxième année, ils peuvent prendre une option qui s'appelle narration et jeu, dans laquelle on va construire avec eux. Alors, il y a une année, on a fait des escape games. Cette année, on est plutôt orienté vers une pièce de théâtre immersive. Donc, c'est variable, en fait. Mais on essaie, comme ça, de construire avec chacun le parcours qui va les conduire vers un master plus spécialisé. Mais effectivement, c'est assez rare qu'en sortant de la licence, les étudiants ne continuent pas en master. Ça arrive, hein. On a des étudiants, cette année par exemple, on a un étudiant qui a fait le choix d'arrêter après sa L3, de ne pas aller en master, parce qu'il avait déjà une chaîne YouTube. Et il voulait se donner les moyens de la faire vivre, enfin d'essayer d'en vivre. Donc il a fait le choix de ne pas aller dans un master pour faire vivre sa chaîne. Et voilà. Et cette année, du coup, on l'a reçu en tant que professionnel parce que sa chaîne marche très bien. Et donc c'est chouette d'avoir ce retour-là. Mais quand même, le parcours, en général, c'est 3 ans de licence et derrière 2 ans de master ou une année de L-Pro. La L-Pro, c'est vraiment, on n'y pense pas souvent, mais pour nous, c'est hyper complémentaire de notre formation. Se diriger vers une L-Pro, que ce soit dans le journalisme, la com ou l'édition, ça peut vraiment venir boucler en fait le début de formation qu'ils ont eu chez nous. Du coup, si jamais pour les gens qui nous regardent, L-Pro, licence professionnelle, qui est une formation accessible à Bac+2, du coup, et qui permet de faire une 3e année de licence plus professionnalisante qu'une formation standard. Nous, notre licence, elle ressemble un peu à une L-Pro dans son lien avec le monde professionnel, dans le fait qu'il y ait des professionnels qui interviennent, le fait que les étudiants soient amenés à collaborer avec l'extérieur, mais dans une L-Pro, c'est encore plus en fait. Et puis il y a la dimension de l'apprentissage qui entre en jeu dans les L-Pro. Bien sûr, bien sûr. Et justement, parlant du lien avec le milieu professionnel, donc il y a un stage à faire en 3e année. C'est un stage d'une durée de combien environ ? Alors, ce qu'on a instauré, c'est la réflexion sur le stage, elle dure sur une année.
Au premier semestre, les étudiants doivent se positionner sur le secteur d'activité qui les intéresse, mener 1 ou 2 entretiens avec un professionnel, idéalement le lieu de stage qu'ils ambitionnent, et écrire un petit mémoire professionnel, une réflexion sur le milieu professionnel qu'ils aimeraient intégrer. Avec donc le but, c'est ensuite les questions qu'ils se sont posées dans le mémoire, essayer d'y répondre en faisant le stage. Donc le stage intervient pas au premier mais au deuxième semestre, et là ils ont 2-3 semaines, voire 4 semaines de stage envisageables, puisque tout le début du dernier semestre en fait, de leur cursus est consacré au stage. Donc ça nous paraissait intéressant en fait de pas les précipiter au premier semestre dans le stage, mais qu'il y ait une réflexion en amont sur le lieu de stage qu'ils vont intégrer, et pour ensuite confronter cette réflexion théorique à la pratique quand ils intègrent l'entreprise, l'institution pour leur stage. Et du coup, après, à la fin de l'année, on fait un oral qui est souvent plutôt une discussion pour confronter justement le mémoire écrit du premier semestre, l'expérience de stage, et ensuite réfléchir à la suite. Est-ce que ce stage a conforté les attentes, les envies, ou au contraire, est-ce que l'étudiant a envie de se réorienter? Enfin voilà, disons que c'est un suivi. La L3 est quand même beaucoup tourné vers l'après-licence, et le stage c'est une étape vraiment importante. Ok, super. Donc on a discuté de pas mal d'éléments. Maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnait une licence dans lettres modernes appliquées, pourquoi est-ce que des étudiants qui nous regardent devraient venir à Nîmes plutôt que d'aller ailleurs? Pas en dénigrant les autres licences bien sûr, mais quelles sont les particularités de notre filière et éventuellement de notre université que vous donneriez, que vous mettriez en avant pour convaincre un étudiant de venir chez nous? Je dirais que, nous, en tout cas, je ne sais pas si c'est une particularité, mais je dirais que nous, on a vraiment à cœur d'accompagner les étudiants depuis leur entrée dans la licence jusqu'à la sortie. On a la chance de pouvoir les suivre sur les 3 années, donc de pouvoir les connaître. Les étudiants, quand on les a eus sur 6 semestres, on cerne un peu mieux les enjeux, les attentes, et puis aussi, comme je vous le disais, les étudiants ils partent pas tous du même endroit, et donc pour essayer de les faire progresser, c'est important de les connaître un peu individuellement. Donc ça, on a cette chance-là en tout cas on essaie d'y faire attention. Donc ça, c'est une relation un peu pédagogique un peu particulière que les étudiants auront chez nous, et c'est beaucoup dû au fait qu'on travaille sur projet. Alors il y a des épreuves sur table, les partiels classiques de validation de connaissances, etc. Mais on travaille beaucoup sur projet, c'est-à-dire sur tout un semestre par groupe, avancer dans la création. Ça peut être une création artistique, ça peut être autre chose, un projet mené encore une fois avec un partenaire extérieur. Et ça permet aussi de mettre en valeur des compétences qu'on n'attendrait pas forcément en lettres. Je sais pas, on a des étudiants, grâce au projet, on découvre que ils sont musiciens, ils dessinent merveilleusement bien. Et en fait, travailler sur projet, ça permet de valoriser ça, chose qu'on n'aurait pas pu faire par une dissertation. Et ça, je pense que ça leur permet aussi de mieux trouver leur place dans les travaux de groupe, c'est-à-dire que ils ont vraiment cette autonomie-là d'amener des compétences auxquelles nous on n'aurait pas forcément pensé au départ, et ça fait avancer les projets. Donc voilà, cette dimension-là, je pense humaine, elle est vraiment importante. Et puis en fait, l'apprentissage de travailler par projet, c'est vraiment aussi apprendre à un peu ce qu'on rencontrera plus tard dans la vie professionnelle, parce qu'on travaille rarement tout seul. Et donc la gestion de groupe, se rendre compte qu'on est un meneur, se rendre compte qu'on est plutôt un médiateur, toutes ces choses-là, on les expérimente au quotidien. Et on a la chance de pouvoir le vivre avec nos étudiants, puisqu'on passe beaucoup de temps avec eux. Donc ça, je pense que c'est pas forcément, les lettres sont pas forcément enseignées comme ça partout. Voilà.
Ok, ok. Et au niveau de l'université aussi, on le répète dans tous les lives de l'orientation, mais c'est important de le rappeler, c'est aussi un endroit où, en plus de l'accompagnement, vous avez le droit à l'erreur. On a beaucoup la question de si je me trompe et que je choisis la mauvaise filière, Ouais. qu'est-ce que je deviens? Ouais, bah Mais ça, donc l'un de mes collègues, il s'occupe particulièrement de ça. Donc il s'occupe à la fois de l'accompagnement des étudiants en difficulté et des étudiants qui veulent se réorienter. Et donc, je disais que la L3, elle était tournée sur l'après, donc qu'est-ce qu'on va faire après la licence. La L1 est beaucoup tournée sur quelle licence me conviendrait le mieux. Et donc nous, évidemment que surtout sur le premier semestre, il n'y a aucun problème à ce que les étudiants passent chez nos voisins en anglais, en espagnol, en psychologie, puisque le but c'est vraiment l'épanouissement. Et puis quand on sort du bac, on sait pas vraiment. C'est normal de pas savoir. Donc là-dessus, on essaie de les déculpabiliser. Parce que c'est vrai que Parcoursup demande, c'est une grosse machine, et puis quand on se retrouve en septembre en lettres modernes appliquées, parfois on sait même pas ce que c'est. Donc alors souvent c'est une grande découverte et c'est super, mais quand on veut vraiment faire psychologie, on accompagne les étudiants pour qu'ils puissent aller en psychologie, il y a aucun problème. et même pour la réussite, il y a des dispositifs en place, le dispositif Oui+, le tutorat aussi, Ouais. Je sais qu'il est assez important. Marc-Jean, mon collègue, il est responsable du tutorat. Donc en fait, tous les ans, on a des étudiants et de la L3 et aussi du master qui vont prendre en charge des L1 qui assurent donc 2 heures par semaine et qui accompagnent du coup les nouveaux arrivés dans des exercices aussi bien préparation d'oraux, préparation des examens, mais je pense qu'il y a aussi une très grosse partie à la fois de motivation, de rassurer, ça va bien se passer, eux ils sont passés par là, c'est les grands, donc ils accompagnent les petits et ça marche super bien. On essaie de manière générale d'encourager en fait les passerelles entre les différentes années parce qu'en fait c'est quand même intéressant c'est important de se sentir bien dans sa formation discuter avec des gens qui sont là depuis 3 ans, voire plus quand c'est en master, c'est vraiment important en fait. D'ailleurs, parlant du master, c'est intéressant d'en parler avec cette continuité du coup qu'on a dans les compétences. Moi, je parle en tant qu'agent infiltré puisque du coup c'est le master que j'ai que j'ai fait lors de mes études, sans être issu d'une licence LMA d'ailleurs, qui montre que le master est quand même assez ouvert. Ce master concrètement, si on devait en parler un peu, on a évoqué donc la partie création autour de la littérature, mais aussi d'autres formes de fiction. Si on devait le résumer en quelques phrases, le master, comment est-ce que vous le décririez ? Là, pour le coup, il a des particularités très nettes. D'abord, il est bilingue. Ensuite, il est tourné vers la culture populaire et culture médiatique, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres masters créatifs. Et après, nous, on a à cœur véritablement de tenir à la fois l'aspect universitaire, la dimension théorique autour de la fiction, mais aussi donc la rencontre avec des professionnels et la pratique. Donc c'est vraiment, on l'appelle le master fiction parce que l'idée c'est de préparer les étudiants à intégrer la chaîne de production, de création de n'importe quelle fiction, que ce soit une BD, un roman pour le monde de l'édition, ça peut être une série télé, un feuilleton, un film du côté de l'audiovisuel, ça peut être du podcast pour vous étiez plutôt jeu, donc jeux vidéo, jeux plateau, jeux de société, jeux de rôle, donc c'est vraiment la fiction au sens large, surtout support, et surtout avec cet attachement à la culture populaire qui est vraiment très important et qui permet d'identifier en fait le master de Nîmes en fait. Et si jamais il y a des gens qui nous regardent, qui se posent la question de où ce type de parcours peut amener, on peut renvoyer vers le site et vers la chaîne YouTube du Master Fiction, sur laquelle on a les courts-métrages du festival du coup 48 heures. Par exemple. Forcément. Par exemple. Je crois pas qu'on en ait parlé sur Twitch cette année, peut-être rapidement dans Unimatin. Non, mais on fera une émission plus tard. On fera une émission plus tard, mais voilà, 48 heures, un festival de création, un challenge créatif en 48 heures pour créer un court-métrage de 5 minutes par équipe. Donc, faut aller voir les productions sur la chaîne du Master. Il y a aussi le site du Master où on peut retrouver des productions et des présentations des ateliers, des masterclass qu'il y a pu avoir ou des rencontres pro. Tout à fait. Donc voilà, si jamais vous êtes curieux
curieux de où peut amener ce type de formation. Vous avez des exemples concrets de création d'étudiants Bah ouais, à cet endroit-là. le master, il a maintenant quelques années, donc on commence à avoir de belles réussites professionnelles, et donc on essaie de garder contact avec nos étudiants qui reviennent nous voir, parler de leur expérience pro après le master, etc. Et comme c'est un master très ouvert, on a des expériences dans l'édition, des gens qui se sont tournés plutôt vers le scénario, des gens vers la production, donc c'est très varié, des gens vers une chaîne Twitch, et donc c'est toujours intéressant pour les étudiants qui commencent le master de rencontrer d'anciens étudiants pour voir un peu leur parcours et voir comment ils ont utilisé les acquis du master pour construire leur parcours professionnel. Bien sûr. Et voilà. Donc si jamais il y a plein d'infos, et je renvoie aussi pour les infos sur la licence lettres modernes appliquées sur le site de l'université, Oui. où on peut retrouver du coup dans la catégorie formation le catalogue, les brochures, les programmes, pour voir un peu à quoi ça peut ressembler aussi, si on veut avoir un peu plus du détail de ce qu'on peut y retrouver. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on a des éléments qu'on a oublié d'aborder? Je pense qu'on commence à avoir fait un peu un bon tour. Non, je pense que ça me paraît bien. Voilà. Donc on vous renvoie dans tous les cas sur le site, sur le compte Instagram aussi du Master Fiction, qui est géré par des étudiantes et étudiants, je crois. Oui, c'est ça. On a des étudiants qui sont en charge du compte Insta et qui tiennent au courant en fait les gens qui suivent la chaîne, à la fois des projets individuels, des projets collectifs, de nos invités, parce que régulièrement on reçoit donc des auteurs, des scénaristes pour des masterclass, des ateliers d'écriture, et donc ça, c'est toujours bien de voir, de tenir un peu l'agenda de tout ce qui s'est passé au sein de la formation. Et juste sur le site du master, il y a un petit onglet qui concerne la licence, parce que comme dans la licence, on a eu quelques projets quand même très sympas au niveau créatif, on avait envie de les montrer. Donc en attendant le site de la licence, on a un onglet de la licence LMA sur le site du Master Fiction. Vous cherchez Master Fiction Unim et vous trouvez le site normalement, site avec un fond noir, vous savez que vous êtes au bon endroit. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce live. Merci de l'invitation. Merci aux personnes qui nous ont regardé en live. Le live donc, sera disponible en rediffusion pendant 2 semaines sur la chaîne Twitch, puis sera réuploadé sur YouTube. On remercie aussi les collègues du BA2IP qui ont organisé le live du coup dans le cadre du projet Compass pour l'orientation des lycéens. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se dit à bientôt, normalement à lundi prochain sur Twitch pour Unimatin. Et merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et bonne fin de semaine. Au revoir.